D'abord la parole à Sonia. On se connaît de longue date et je suis toujours bluffée par ta veille et vraiment les cas inspirants que tu peux trouver, et notamment dans le retail, dans ton territoire de prédilection qui est la Chine. Donc je te laisse commencer cette première cette partie sur l'expérience. Merci beaucoup Françoise et bonjour à tous. Merci Françoise encore une fois et Kantar pour votre invitation à partager ce moment avec vous. Donc nous sommes The V Factory Paris-Shanghai. Nous accompagnons les marques du secteur luxe, premium, lifestyle, secteur art également, dans toute la définition et mise en œuvre de leur stratégie omnichannel en Chine, mais également sur l'approche de la diaspora chinoise à travers le monde de manière à engager cette clientèle très très exigeante. Nos équipes sont réparties en France et en Chine. Et nous sommes experts du luxe, de l'omnicanalité sur ce marché-là. Donc on va partir quelques minutes ensemble, l'autre côté de la planète, avec une autre approche totalement différente. Et l'idée, c'est de découvrir ensemble ce désir illimité de la Chine et des Chinois pour l'expérience qui est là-bas, sans limite, mais qui va toujours repousser les frontières. Que ce soit offline, online, la Chine mixe absolument les univers, les écosystèmes, les expériences pour le plus grand plaisir de ces consommateurs ultra exigeants qui veulent construire leur relation avec le luxe, qui s'en nourrissent et qui fait que le luxe est aussi un moyen d'exprimer qui ils sont. Et Eric parlait très justement tout à l'heure de cette notion d'apprentissage, de connaissance qui va définir en fait qui est cette personne, qui est la personne et ce qu'elle veut dire d'elle-même. Alors on va partir pour une première expérience de la très belle maison Martell. C'est une très belle expérience qui a été créée en collaboration avec le Power Long Art Center à Xiamen dans le Fujian. Et c'est une très belle expérience qui va ici, qui est totalement offline, mais qui est supportée bien évidemment par le digital. Là, nous avons post et mini-programmes WeChat qui vont permettre de réserver cette expérience à double niveau. Premier niveau, plutôt access. C'est un tea time qui va être construit autour d'activités et de thématiques reliées à l'amour et à la tradition chinoise. Et le deuxième étage de cette expérience-là, c'est le Gourmet Theater, donc qui a été créé par la maison Martell, toujours en collaboration avec le Power Long Art Center, où l'idée c'était de rassembler 5 grands chefs chinois. Chaque grand chef est associé à une dynastie chinoise. Ici, ce chef associé à la dynastie Han est sur la thématique de la route de la soie. Et ce grand chef exprime son talent, son savoir-faire de mise en scène de plats très floraux qui expriment en fait aussi la thématique reliée à la route de la soie. Donc vous voyez ces diverses créations. On a ici une expérience multidimensionnelle qui va mixer la gastronomie, l'art, le design, la culture chinoise. Aujourd'hui, l'expérience sans limite en Chine, elle va dans la profondeur de la connaissance de la culture chinoise. Les maisons ne peuvent plus se permettre de se limiter à ajouter l'animal du nouvel an dans une campagne. C'est terminé. On va sur la profondeur. Et c'est ce que l'audience en Chine attend. Deuxième expérience qu'on souhaitait vous partager, c'est Moet NC, donc NC, qui a créé à Shanghai, sur le Bund, le Blends Bar, qui est un écrin d'expérience qui propose un lifestyle très, très, très urbain, très trendy, etc. Et qui témoigne ici, je dirais, de la profondeur
du type de collaboration, ou en tout cas le fait de ne pas avoir de complexe dans les collaborations qui sont mises en œuvre en Chine. Ici, Blends by NC va créer cette collaboration, ce co-branding avec une marque chinoise de cosmétiques qui s'appelle Six God, qui est une marque très connue en Chine, notamment pour un produit très particulier, qui est un produit anti-moustique. Ce produit anti-moustique, toutes les familles chinoises en ont. J'en ai même une chez moi. Et l'idée, c'est quoi? C'est de créer en plein été une expérience fraîche, estivale, qui va mixer la création d'un cocktail spécifique, Blend et Six God. Donc le cocktail s'appelle Oh My Six God, qui reprend les codes de cette marque de cosmétiques, qui reprend les codes de la parfumerie, qui ajoute un mini ventilateur que vous voyez, des fruits extrêmement frais. Cette expérience, vous pouvez la vivre on-site, au Blends Bar. Vous pouvez également être livré chez vous par Meituan, qui est l'équivalent du Uber Eats en Chine. Et l'idée, finalement, c'est de créer cette expérience rafraîchissante pour les Chinois qui ne partent pas vraiment en vacances comme nous pendant des semaines au mois d'août. Mais la deuxième lecture, c'est quoi? C'est d'aller chercher une marque chinoise très ancrée dans la conscience populaire et d'aller réveiller les souvenirs d'enfance. Donc on est sur du nostalgia marketing, aussi très très relevant, si je puis dire, dans tout le trend Guoqiao qui est en Chine, où on va se connecter au savoir-faire chinois, à la culture, etc. Donc ici, un très bel exemple de collaboration que l'on voit ici sans complexe. Je pense que dans l'Occident, on n'irait pas jusque-là. Autre exemple, c'est la très belle maison Tiston. Tiston réinvente complètement les codes des maisons de thé chinoises. Les maisons de thé chinoises, jusqu'à il y a très peu de temps, n'étaient pas vraiment un sujet très trendy en Chine, plutôt lié aux anciennes générations. Le thé n'était pas, encore une fois, très trendy au lifestyle, et Tiston réinvente complètement ces codes. Alors, garde bien évidemment toute la partie savoir-faire liée à la préparation du thé, à l'expérience, etc., etc. Néanmoins, il va aller mixer tout un tas de codes empruntés au luxe. On a ici les codes de la parfumerie, on a ici les codes du spirits, très intéressants pour aller délivrer une expérience extrêmement esthétique, très lifestyle, qui va mixer les codes de l'esthétique traditionnelle chinoise. Vous voyez ici, par exemple, cette mini-expérience de dégustation où on a remplacé la fleur de chrysanthème que l'on met dans l'eau chaude en Chine par un autre type de fleur pour créer quelque chose de très, très esthétique. On réinvente tous ces codes. Et à l'instar des marques des maisons de spirits, Tiston va créer des occasions de consommation. Créer une occasion de consommation en Chine est une notion de convenience pour l'utilisateur. On lui met clé en main l'occasion de consommation. Ne te pose pas la question de savoir ce que tu vas consommer ou quand. Je te donne la solution. Tiston fait exactement ça. Elle crée, en fait, elle décline ces instants de consommation. Avec qui j'y vais? Mes amis, mon amoureux. Je mets en place aussi, je peux faire des business meetings. Je peux également travailler. C'est un écho à Starbucks qui a insufflé cette notion de travailler dans un espace au final de coworking. Et Tiston repousse encore la limite de l'expérience en créant cette tea cérémonie totalement immersive, ou en partenariat avec l'Art Concept Genesis, qui crée cette très très belle sculpture, va créer cette expérience multidimensionnelle avec de la danse, une projection 360 degrés artistique, également toute une scénographie et une chorégraphie autour de la cérémonie du thé. Donc vous voyez, ici, on part d'une première base et on repousse sans cesse la limite et la frontière de l'expérience. On va partir maintenant sur les sujets de
shopping mall, department store, ici avec l'exemple de SKPS qui a été créé par SKP Beijing, que vous connaissez tous certainement, un des top luxury malls au monde, 120 000 m² de surface commerciale, 3,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. SKP Beijing, pour adresser la Gen Z, a créé SKPS. Format plus modeste, 35 000 m² de surface commerciale, ce qui est quand même pas mal, et qui a un format de curated retail. Curated retail où on sélectionne une approche très courte en termes de produits que l'on met en scène. Et dans cette même approche d'occasion de consommation, on facilite le choix de l'utilisateur dans son process de découverte et d'achat d'une marque, d'un produit, etc. Et SKPS va, au-delà de la sélection de marques et de produits, va également intégrer tout ce qui va avoir attrait à de l'art concept, art installation, technologie. Vous voyez ici une art installation qui a été mise en œuvre autour du sujet de la vie de l'homme et des animaux sur Mars quand nous aurons quitté cette planète, qui est un moyen assez astucieux de créer un lien avec les nouvelles générations et le grand public, parce que l'espace est un sujet clé en Chine qui a un très ambitieux plan de découverte et de conquête de l'espace. Alors, cette expo, elle a été soutenue au niveau techno par la mise en œuvre d'un HTML5 qui va permettre aux visiteurs, aux utilisateurs de venir interagir, découvrir avec cette art installation, ce HTML5 que l'on peut évidemment partager sur ces réseaux, notamment WeChat, pour inviter les personnes à venir découvrir cette art installation. Donc vous voyez, là on commence à voir aussi que les limites sont ténues entre le online, le offline, l'art, le retail, etc. Autre exemple, MXC à Shanghai, qui est une surface 68 m² commerciale, 48 m² de parc en plein cœur de Shanghai, assez extraordinaire, qui est très centré Gen Z, qui aujourd'hui propose, qui est évidemment l'expérience au cœur de ces activités, comme ici une expérience autour du outdoor, qui est une très forte tendance en Chine aujourd'hui, et qui va aussi, en partenariat avec UCC Edge, excusez-moi, qui est un musée, un art center à Shanghai, créer en fait tout ce parcours artistique au sein même du parc, supporté par un mini-programme, et qui propose à travers ce mini-programme, d'aller explorer tout un tas d'expériences en AR pour le visiteur. Alors, je vois que je suis hors timing, je vais me dépêcher. Pardon. Quelques secondes encore. Alors, ici, l'idée, c'est de montrer quoi ? Que la Chine est extrêmement pragmatique dans l'intégration de sa vie existante. Ici, un social platform qui est Red, de Little Red Book, et qui va intégrer, en fait, son offre de digital collectible directement dans cette plateforme-là. Donc, on a une intégration des écosystèmes, on a l'intégration de l'usage dans cette plateforme sociale qui a l'audience et qui va permettre aux utilisateurs d'acheter le digital collectible et de l'utiliser directement sur la plateforme. Je passe donc mes exemples et je terminerai par celui-ci qui est le 3D Shopping Experience de Tmall, où vous allez pouvoir, dès la homepage de Tmall, pénétrer dans cet espace 3D Experience qui va vous permettre autant d'acheter du digital collectible que du produit réel, mais à travers des univers que l'on appelle metaverse. Donc vous avez la possibilité de pénétrer dans divers univers à travers des portes. Vous voyez ici, donc je suis l'utilisateur, je rentre dans cette porte-là, je suis accueilli par une publicité pour la marque SK2 et je vais être mise en relation avec le produit, si ça veut bien fonctionner. Non ? D'accord. Ça y est, voilà. Je suis mise en relation avec le produit que je peux acheter directement
très facilement en un clic. Et je vais pouvoir me balader d'univers en univers. Vous allez voir, on va basculer sur un autre univers d'un réalisme incroyable. Et je vais pouvoir acheter tout ce que je vois dans cet univers-là. Donc, on voit que la Chine a une autre approche de la mise en commun des écosystèmes, de l'expérience et qui fait évoluer les usages en permanence. Merci beaucoup pour votre attention. Désolée. Merci beaucoup, Sonia. Merci pour tous ces exemples inspirants. Et maintenant, donc, nous avons notre expert shopper, Adrien Germain-Thomas, qui va vous partager quelques chiffres justement sur la dimension expérientielle à travers cette étude menée en Chine, aux États-Unis et dans quelques pays européens. So, thank you very much. I'm going to do this one in English for part of our audience. So this was an interesting one, right? We conducted some field work in October with our partner Altion, who's really focusing on targeting high net worth individuals and profiles. Thank you very much to the Altion team here present for your collaboration on this. And really our objective was to understand what is the behavior across luxury categories that you can see on the left-hand side of the screen across the path to purchase. How is it pre-store? How is it in-store? What is the role of online? What is the role of offline? And that kind of really blends in nicely towards what we were just hearing before, and Sonia was presenting us just before this presentation. So what's interesting to see at first is that on average, shoppers, so the top 5%, bought 6 categories or more of luxury items of the 9 that you saw on the previous slide in the past year. What's even more interesting is that on average, they spent, or 34% of them spent over $10,000 a year on each of the different categories that they bought. So 6 categories, over 10,000 categories per category. And what's even more interesting to all of you who are sitting here today, or at least you should be excited about that figure, that's the one on the right-hand side, which says that 65% of them tend and expect to spend more on these different categories over the course of the next year. So we're really seeing kind of our first insight is amidst a harsh macroeconomic context that we're hearing about every single day, we're still seeing a very enthusiastic groups, or at least not so concerned about the future and the future outcast in terms of spending. Of course, there's some disparities, and China, as you were saying earlier on, kind of trumps that ranking with expectation and forecasted expectation of spending that are higher than any of the other countries. UK is kind of lagging behind, maybe a little bit more impacted by some of those inflation and macroeconomic figures that we're seeing, but overall pretty resilient across the different countries. Now, what's also interesting, and we're asked, what were, of the different luxury categories, what were some of the categories that shoppers bought? And we're seeing kind of an evolution of the type of interest of those consumers. So we can see that China is very status-driven, so really kind of bags, jewelry, fine dining comes at the third. The US starts to be more experience-focused, kind of fine dining, luxury hotels, but still jewelry, important in the US. And then, as we moved to European countries, we see really the realm of a more experiential definition of luxury, where fine dining, luxury hotels, and prestige spirits and champagne are really the top categories preferred by the European crowds. Now, when it comes to those intention of spending, again, the good news is that intentions of spending are a plan to increase across the different channels, right? So certainly online will grow. So 35% of the respondents, 32% of the respondents said that they plan to spend more online, but the store also plays a critical role, and spending is planned to increase in store as well. But we see that those two different channels still play different roles along the path to purchase. So online still is a place of research, mainly occurs in the upper part of the funnel of the shopper journey, whereas the store is really more of a conversion place. And we see that the role of duty-free and tax store and tax-free store is on top of that list, most likely because
high net worth individual travel a lot, so duty free is a very convenient way to access luxury goods. A few quotes that we thought would kind of illustrate the purpose of luxury. So we like this French woman, right, which really lived a rare moment. She said, okay, so we talked about Piaget. She was in a Piaget store in London. She wanted to buy a watch, looked at the watch, and who walks in at the same time? George and Amal Clooney. Oh, okay, that's a rare moment, right? Not only am I getting a watch, but I'm also seeing George and Amal that are walking in the store at this time. And what she was most amazed by is the fact that she was treated exactly the same way as George and Amal. So this was really something that felt rewarding. She felt that, oh, if I go there in that store and I'm treated the same way as someone so well known as them, then that's really a unique experience I'll remember for the rest of my life. We know that also the notion of holistic moments are something that are very important in the journey for consumers. And so, for example, this French woman says, I prefer Louis Vuitton with its innovative design, full of experiences, exquisite craftsmanship, long history, covering a wider range of area, and its use of synthetic leather. It's everything you can think about when you buy a luxury goods. She really encapsulated it all and really has kind of this holistic experience and relationship with the product that she's purchasing. And finally, so we talked about rare moments, holistic. The last one would be there's a notion of celebration. There's something celebratory about luxury, and you engage in luxury category. So this British man said, I did a cognac tasting experience of Hennessy in Las Vegas, Mandarin Oriental, overlooking the Strip. People were gambling. It was paired with chocolate. It was an unforgettable and exquisite experience. There's really this notion of something that's a high moment of celebration linked to the brand. So this is for some first kind of teasing moment. My colleague Nelly will give us a bit more in an instant, but first I'm glad to receive Emilia Simonen, who's joining us from Moët Hennessy, and to kind of help us understand how these kind of findings are brought to life in your organization, Emilia. So thanks for joining us. Thank you Maybe my first me. question to you is, how does that recession-proof environment and that plan increase spending? Is this something that you're also witnessing in your industry? Yes, and I think hello everybody, a lot of my colleagues in the room, a lot of LVMHs. Yes, I think to quote Bloomberg, it's a quote I like, especially for the older ones among us, Prince fans. There's a headline that they've published recently around the rich spending on luxury goods like it's 1999. Interestingly, the same day that the IMF posted a warning that there's dark economic times coming, all of our companies posted really strong sales the same day. So there is a very, very strong disconnect between the luxury audience and the general economy. And how critical is it to you to understand the shopper journey in your strategies? Yeah, so I'll speak for Moët Hennessy. The shopper journeys are extremely critical for us, and mainly because the high net wealth individuals are all behaving very differently. Within the wealthy segment, there are different tribes and different subsegments. And essentially, although we collectively group, I guess, their lifestyles and what they crave as they crave experiences, they crave socializing, and then our category experiences are very, very sensorial. They like experimenting, but how these behaviors play out are different, and therefore all of their shopper journeys are different. And we need to understand those different shopper journeys because we really need to be able to connect with each of them so that we can build desirability and longer lasting relationships. And how does that help you better activate? How does that knowledge help you better activate your brands? Yeah, so activation is really, really important for us, and I'm going to sound a bit cliche, but it's really about enabling us to have the right message, or the right in the right channel, targeting the right consumer for the right occasion. And our occasions are very varied for those that work in prestige wine and spirits. And so for us, it's how we activate is going to change. And there's something very, very specific, I guess, in terms of luxury versus mainstream, because what I'm describing sounds very mainstream, but where luxury is different, and all of you will know, it's very much about the story and the history, and it's the history that our consumers are buying. It's the savoir-faire, particularly for a lot of the French companies. And so how we, I guess, how we communicate this message is going to change across our different channels.
And precisely, so how do you translate that luxury experience across the different channels? Yeah, so I guess it's consistency, consistency, consistency. So Moet Hennessy is quite unique in that we're a B2B business, and yes, there's some exceptions. We have some direct-to-consumer channels, and some of my colleagues are in the room. But for the most part, we're B2B, and so we rely very much on building very strong strategic partnerships with our customers, so be it the on-premise or the off-premise. And I guess that consistency, again, is just about bringing through that story and the heritage about our brands, and bringing all of that to life. And I guess for us, the two biggest channels we have are the on-premise and retail, of course. And the on-premise plays a really important role for us because often our consumers are introduced to our brands in the on-premise, and therefore we very much recruit in this channel. And it's very much a discovery channel. If you're lucky in LA, you'll see Lady Gaga DJing at an event. So it's very, very experiential, and we focus a lot of activation in this channel. Whereas retail's a little bit different. Retail is usually a known brand, unless you're really lucky and you're in a store and they let you taste a 5,000 euro bottle of Dom Perignon. Very unlikely. So it's usually a known brand, and it's there we focus our execution strategy very much on maintaining that consistency and making sure it's still a luxurious experience. But also in the retail environment, it's very much about this shopper journey, about making the shopping experience enjoyable. And a lot of my colleagues in the room who own boutiques will know this, and making sure it's seamless throughout. And what is the role of online in all that mix of channels? Yeah, so online's a really interesting one for us because it's changing. It's an accelerating channel. But to quote our VP of e-business, Ken Kralik, for those of you that know him, the internet for us is very much a bridge between the stores. It's very much a discovery channel. And if we can get that physical, digital partnership correct, it can really, really strengthen the brand's connection and relationship with our customers. We've seen an acceleration in the channel, as I mentioned, and for us, we're seeing the channel change or grow its role as conversion as well. Over the last decade, we've seen a lot of younger, wealthy, high-net individuals that have come up, a lot of them self-made, a lot of them concentrated in Asia, as our colleague was just talking about. And so for us, we're seeing that for this consumer, this channel provides convenience. They don't like to line up on the street. And they're very digital savvy, and they are very digital native, so they find it plugs more organically into their lifestyle. And so finally, I would say, as you look to the year ahead, what would you say are your main challenges in terms of? Our number one challenge is probably being able to satisfy this appetite people have for luxury products. We don't have enough. It takes a long time to age prestige champagne. But probably the other two for me would be around continuing to elevate the digital experience in the online space, continuing to do better and better at the content we build in online, I guess, and being able to really bring the brand's DNA to life in this environment. And the last one would be retail. Again, retail for us, where we don't control that touch point, is very much around bringing the sensorial experience. And I think we have some pictures playing. We've done some initiatives ourselves where in Hong Kong, in Hainan, in China, we've opened our very first boutique for Hennessy, where there's a sensorial bar and you get to sit and taste and feel the product, which you don't normally get in retail. So that would be the things that we are focusing on. Fantastic. Thank you very much, Emilia. Thank you.